et bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes professeur des universités, auteur de nombreux ouvrages à succès, dont le dernier en date, qui s'intitule Holocauste au pluriel aux éditions Plomb et qui décrit un énorme Big Bang géopolitique en cours depuis les attaques du 7 octobre. Nous allons en parler en détail. Et tout d'abord, justement, Gilles Kepel, dans l'actualité, Israël a fini par admettre hier que les 7 humanitaires étrangers tués à Gaza l'avaient été par une frappe israélienne non intentionnelle, précise l'État hébreu. Le président américain Joe Biden s'est dit indigné. Vers quoi est-on en train de basculer depuis la riposte aux attaques du 7 octobre, selon vous? On est en train aujourd'hui de passer dans une phase d'affrontement qui est de plus en plus dangereuse, puisque, au fond, après presque 6 mois d'attaques sur Gaza, l'armée israélienne n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui avaient été fixés par M. Netanyahou. Yahya Sinwar, le patron du Hamas, responsable de l'attaque du 7 octobre, est toujours introuvable, inaccessible. Et aujourd'hui, pour sortir un peu de ce dilemme, M. Netanyahou est tenté de diriger ses attaques vers d'autres adversaires, en utilisant non pas les troupes au sol, ça a été une catastrophe avec l'hécatombe qu'on a vu à Gaza, mais des frappes très ciblées, comme ce qui s'est passé en Syrie tout récemment, où le plus haut gradé des gardiens de la Révolution a été tué par une frappe extrêmement précise dans des locaux de l'ambassade iranienne à Damas. Consulaire dans l'ambassade iranienne. Performance technique, dépendamment du jugement qu'on peut porter dessus. Et on voit bien l'escalade avec le Hezbollah. Dans le livre, justement, nous avons une carte de mon collègue Fabrice Balanche qui s'appelle le Hezbollah, le front nord et la prochaine cible. Tous les civils israéliens ont été évacués des villes de la frontière nord et on voit bien que les frappes sont de plus en plus importantes. Le Hezbollah est en position assez délicate aujourd'hui parce que il est très impopulaire au Liban, il a contribué à amener le pays dans le chaos, il en est le dirigeant de fait d'une certaine manière et l'affaiblissement du Hezbollah par une frappe israélienne ne serait pas exagérément pleuré par les dirigeants sunnites de la région puisque pour trouver l'après, pour qu'il y ait un État palestinien. Les Saoudiens, qui sont la grande puissance de la région, n'investiront de l'argent que si la République d'Iran et ses proxies, ses mandataires, sont éliminés. Mais pardonnez-moi, juste avant l'après, ce que l'on vit et que vous décrivez très précisément, Gilles Kepel, c'est quand même, précisons-le ce matin, rarissime de bombarder, de toucher une ambassade. Là, le monde entier craint l'escalade, l'ONU, la Chine, la Russie, tous les alliés condamnent, l'Europe s'inquiète fortement. Est-ce qu'on peut avoir une sorte, l'embrasement nié l'escalade, mais une forme de guerre asymétrique aujourd'hui parce que entre même Israël et l'Iran? S'il y a une accélération de la guerre et une frappe explicite du Hezbollah, et ce qui s'est passé à Damas est un avertissement, évidemment. La République islamique dit que ça ne sera pas impuni, évidemment, mais quand ils ont bombardé le Pakistan, à la suite justement d'un attentat contre le patron, contre l'événement qui commémorait la mort du patron, du fondateur de cette brigade Quds des pasdarans iraniens, Qassem Soleimani, le 3 janvier, qui était perpétré d'ailleurs par l'État islamique, version Khorasan, le même qui a revendiqué l'attaque à Moscou. Vous voyez que les choses sont extrêmement liées. Sur tout le spectre mondial, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À partir de ce moment-là, les Israéliens imaginent que le Hezbollah va être tellement ratatiné par des frappes violentes qu'il n'aura pas la possibilité de se défendre. Mais ça, c'est peu probable. Et les Iraniens disposent de mandataires ailleurs, de proxys, d'autres. Donc on est dans une logique d'escalade militaire qui inquiète beaucoup le président Biden, puisque pour la première fois, aux États-Unis, ça n'est pas le lobby pro-israélien qui fait consensus. C'est lequel alors? Parce que vous avez toutes sortes de formes qui s'expriment, d'individus qui s'expriment. Par exemple, dans l'État le swing state, l'État bascule du Michigan, vous avez 100 000 personnes qui ont voté ce qu'on appelle uncommitted, c'est-à-dire on ne s'engage pas pour Biden. Biden n'avait gagné qu'à 150 000 voix en 2020, parmi lesquels de nombreux Arabes américains qui beaucoup habitent dans la région de Dearborn, au Michigan, beaucoup de Libanais d'ailleurs, avec une présence du Hezbollah qui n'est pas négligeable. Et on pensait toujours les États-Unis comme dominés par le lobby pro-israélien sur le Moyen-Orient. Vous avez dans certains coins maintenant un lobby
plutôt pro-palestinien ou pro-Hezbollah. Ça veut dire, vous nous dites que Joe Biden, en ce moment, n'affichera pas forcément un soutien total, entier à Israël. Bien sûr, parce que, en tout cas, Netanyahou, et c'est ce qu'il a, la distance... Nuance est importante, on va en parler. Les États-Unis se sont abstenus la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU sur une résolution prenant un cessez-le-feu, alors qu'il s'y était pourtant surtout limité pendant le Ramadan, qui est en train de s'achever. Il s'y était opposé autrefois. Et Biden est pris dans une espèce de dilemme, parce que soit il cède à son aile gauche, il récupère ses voix, mais une grande partie des Juifs américains qui votent démocrate risquent de voter Trump, soit c'est dans l'autre sens et risque de les perdre. Donc il est en train de jouer une partie très difficile, et Benjamin Netanyahou en profite parce qu'il pense qu'il peut lui tordre le bras. Mais c'est un qui tout double pour Netanyahou aussi. Et dangereux pour évidemment la région et le reste pour le monde entier. Et en Israël même, Netanyahou est critiqué comme jamais, puisque beaucoup lui reprochent, d'être responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'il avait ce fameux concept, comme on dit, paraît-il en Israël, conceptia, qui dit le Hamas, entre guillemets, aboie mais ne mord pas, parce que on les a fait nourrir par le Qatar de 40 millions de dollars chaque mois. Donc ils crient pour la consommation interne, mais n'attaqueront jamais. C'est pour ça qu'il a transféré les chars qui étaient à la bande de Gaza en Cisjordanie, à la demande des colons extrémistes. Vous décrivez dans votre livre une forme d'aveuglement, de déni et une surprise majeure de l'attaque et des attaques du 7 octobre. On va y revenir. Comment vous décrivez, Gilles Kepel, ce qui est en cours à Gaza? Il y a quelques jours, invité ici de la grande interview, Bernard-Henri Lévy, auteur du livre Solitude d'Israël, a dénoncé, dit-il, une inversion des choses, du logiciel, c'est-à-dire qu'Israël devient coupable aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Il le dénonce avec force. Qu'en pensez-vous et vous, comment vous décrivez la situation? Alors, pour la situation de Gaza elle-même, il est indéniable qu'il y a eu une hécatombe. Les chiffres sont ceux fournis par l'administration sanitaire du Hamas. Ils sont peut-être à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas de journalistes sur place, du fait aussi de la volonté israélienne. Mais il y a en tout cas des dizaines de milliers de morts et de blessés à Gaza, causés par les bombardements israéliens, parmi lesquels des femmes, des enfants et aussi bien sûr des combattants. Donc ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens qui se focalisent sur ce fait, du coup, ont complètement oublié ce qui était passé le 7 octobre. Et donc, pour moi, je ne suis pas partisan ou militant dans l'affaire, j'essaye d'avoir une position analytique. Il faut analyser ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi c'est ce que j'appelle dans le livre la razzia du 7 octobre, comment ça mobilise à la fois le mystique et politique, des arguments religieux, des arguments nationalistes, etc., ce qui s'est passé. Ensuite, analyser la riposte israélienne, pourquoi elle a échoué militairement. Elle a échoué pour vous, hein. La riposte israélienne, à l'heure actuelle, est un échec. Oui, rappelez-vous, enfin, vous étiez jeune à l'époque, en 1973, la guerre d'octobre, dite du Ramadan ou du Yom Kippour, en 19 jours, les opérations militaires étaient terminées. Là, ça va faire 6 mois et il n'y a pas véritablement de succès et même il y a de plus en plus d'effets négatifs, comme ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire non seulement les Palestiniens tués en masse, les civils, mais aussi les humanitaires qui viennent d'être tués. Cette organisation de World Kitchen, oui, exactement, qui avec un bateau venant de Chypre pour apporter de la nourriture alors que la famine menace à Gaza. Et ce bateau repart aujourd'hui. Donc on est dans une situation où M. Netanyahou, là, s'est pris dans un piège. Et il me semble que la pression, à la fois des manifestations en Israël aujourd'hui et la pression américaine, font tout pour faire en sorte qu'il décide de se retirer. Or, il ne va pas le faire parce que s'il se retire, il risque d'aller en prison. Donc nous arrivons à des moments compliqués, extrêmement tendus, y compris avec des répercussions, pardonnez-moi, dans le monde et en France. Oui. Justement, à ce sujet, Gilles Kepel, la menace terroriste est forte en France, après l'attaque notamment sanglante de Moscou, et à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que vous estimez qu'on a raison autant de parler de cette vitrine des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on en fait trop? On sait que les renseignements s'inquiètent, ou est-ce que vous-même, vous dites attention, là, il peut y avoir un risque majeur? Alors, je crois qu'il y a une très grande vigilance. D'abord parce que ce ne serait pas la première fois que les Jeux Olympiques seraient pris en otage du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. À Munich, en 1972, on se rappelle les joueurs israéliens qui avaient été tués par le groupe Septembre Noir palestinien.
Là, on est dans une tension maximale. La façon dont le monde est réécrit, les fondements moraux de l'ordre sont réécrits par des pays comme l'Afrique du Sud ou par les mouvements woke et décolonialistes, explique que ce n'est plus l'affrontement Est-Ouest aujourd'hui, mais du Sud global ou des Suds, comme on dit à l'école normale supérieure, contre le Nord haï, le Nord où beaucoup de gens veulent immigrer et où par ailleurs on ne parle pas du fait que dans le Sud vous avez des régimes illibéraux, mais Paris est l'incarnation de ce Nord d'une certaine manière pour ceux qui le haïssent. Donc, et la vitrine extraordinaire des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, c'est un moment où personne ne triche d'une certaine manière. C'est le sport, il y a des règles, ce sont les meilleurs qui gagnent en principe. Et tout le monde va se focaliser. On attend énormément de monde à Paris, d'où les tensions sur le marché du logement en particulier, les enjeux sécuritaires, le recrutement de nombreux taxis. Et tout cela fait qu'évidemment, il y a un risque. Ce risque, il est géré, je pense, par les services de renseignement qui travaillent là-dessus énormément. On voit qu'il y a une coopération européenne. Un certain nombre de pays européens souhaitent s'associer à la France. Et je vous dis, d'une certaine manière, c'est aussi une sorte de renouveau de l'Europe. Vous avez vu qu'une Europe de la défense est enfin en train de naître. Vraiment? Est-ce que ce n'est pas le serpent de mer? Oui, en tout cas, c'est un vœu. En tout cas, pieux peut-être, il y a aussi des financements. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, l'essentiel, c'est qu'il y ait une industrie européenne de la défense qui se crée. Et ça, c'est la clé. Et d'une certaine façon, c'est la suite des manœuvres de la Russie. Vous avez raison de mentionner que l'affaire de l'attentat à Moscou, d'abord, indique que la Russie n'est pas si forte que ça, puisque c'est une faille dans sa cuirasse. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, les autocraties ne sont pas épargnées, mais alors, est-ce que nous sommes finalement dans le même camp, entre guillemets, que la Russie, visée par les mêmes ennemis, alors qu'il y a quelques semaines encore, et c'est le récit qui prévaut en grande partie, le grand ennemi, la plus grande menace, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine, et donc Poutine. Et je crois que Poutine a été pris à son propre piège, lui aussi, c'est-à-dire qu'il soutenait le Hamas et autres, et il se fait frapper par des mouvements islamistes radicaux qui sont les héritiers de la répression très violente du djihad en Tchétchénie. Alors, nous n'avons pas en France une organisation comme Daesh Khorasan, on a eu d'autres Daesh. Ce sont des gens qui sont allés se former en Syrie aussi. Il n'y a pas de cellules dormantes ça, je n'en sais rien, mais peut-être malheureusement activées, bien sûr. Mais en revanche, les deux crimes les plus monstrueux récents, la décapitation de notre collègue, le professeur Samuel Paty, et le poignardage de notre autre collègue, le professeur Dominique Bernard à Arras, ont été commis l'un par Abdullah Anzorov, qui était tchétchène, originaire de cette région, et l'autre par un Ingouch, qui est de la région voisine. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai appelé autrefois le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire vous n'avez pas des donneurs d'ordre, mais vous avez des individus qui vont se radicaliser sur le web à travers des réseaux qui sont nourris d'images de martyrs et qui risquent de passer à l'action. Et c'est ça qui inquiète au plus haut degré, si vous voulez, les services de renseignement. Alors, quelles seraient les manipulations des uns ou des autres, je n'en sais rien. Mais bien évidemment, c'est pour ça que, me semble-t-il, il est important d'arriver à décrypter ce qui se joue. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'en avais publié un autre assez récemment, mais alors que je le commentais pour les médias notamment, j'ai accumulé le maximum de documentation en mettant à chaud quelque chose dans la perspective de mes 40 ans d'expérience de cette région pour essayer de proposer une analyse dont on peut être pour, on peut être contre, etc. Et c'est basé sur des faits, c'est sur des faits, des éléments d'intellection, des choses. Et c'est là-dessus que je voudrais contribuer, si vous voulez, à un débat majeur qui soit réaliste, qui ne soit pas dans la panique manipulée par les uns par les autres ou par le déni, et qui aborde rationnellement les faits et qui permettent aux citoyens et aux citoyennes que nous sommes de comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Tel qu'on essaye de le faire ce matin. Et plus largement, j'ai une dernière question, Gilles Kepel. Ce qui se passe dans nos universités, vous avez souvent évoqué et dénoncé d'ailleurs les coups de boutoir à la fois des idéologies woke et puis des islamistes. Il y a cette photo d'une étudiante intégralement voilée à la faculté de Nanterre. Je précise que c'est le syndicat uni qui publie cette photo sur X. Alors, est-ce que vous y voyez le symbole de la pénétration de l'islam politique dans les universités? Vous avez dénoncé très souvent toutes les idéologies qui infiltrent, qui s'enquistent et s'installent. Comment vous réagissez? Alors, sur cette photo, elle est effectivement telle quelle, assez ahurissante. Bon, maintenant, il faudrait savoir dans quelles circonstances elle fait.
qui s'est vêtu ou éventuellement déguisé ainsi. Ce que je note, moi, c'est surtout ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la prévalence de l'idéologie sur la connaissance. On a parlé de Sciences Po récemment, ce malheureux amphi Boutmi qui a été renommé amphi Gaza. Moi, j'y ai enseigné pendant plus d'une dizaine d'années, dans des moments assez difficiles, quand j'étais sous protection policière, parce que Daesh m'avait condamné à mort. On n'entendait pas une mouche voler dans l'amphi. Les étudiants étaient très intéressés par ce genre de choses, et après, ils allaient former les élites de la nation, à Sciences Po, l'école normale, etc. Aujourd'hui, ce magistère a disparu. Moi-même, je suis mis à la retraite d'office le 1er septembre. Mes enseignements ont été fermés, sans même que j'ai été prévenu, et vont être remplacés par des enseignements sur le Sud global. C'est-à-dire que ce qui me préoccupe énormément, c'est comment dans les institutions, peut-être c'est trop de le dire, d'élite, mais enfin qui forment ceux qui vont diriger le pays demain, on a remplacé le savoir, la connaissance, qui est destiné à être débattu par l'idéologie. Et ça m'inquiète beaucoup, je veux dire. Et pour revenir à la connaissance, eh bien, il faut lire, continuer de s'informer, décider. C'est notamment l'objet de votre livre, Gilles Kepel, Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident aux éditions Plomb. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. À bientôt, Gilles Kepel.